ne savais pas qu'un petit café dans les 13e, Madame Robien allait vous inspirer à me présenter, d'autant plus que vous me présentez devant mes anciens directeurs qui sont là et que je remercie tout particulièrement. Excellences, Mesdames et Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires helléniques, cher professeur Chrysoulakis, Madame la Présidente, Madame la secrétaire générale, Madame la responsable culturelle de la Maison des Hellènes, Monsieur le professeur de la Sorbonne, chers amis, Monsieur le vice-président de la MOPAM, Monsieur le consul, cher Philippe, pour moi vous êtes toujours le consul, Monsieur le conseiller culturel, cher Patrick, parce que pour moi vous êtes toujours mes collaborateurs et nous avons tous ensemble œuvré pour que le français et les valeurs que la France représente en Grèce soient toujours présentes. Cher éditeur, cher Monsieur Olivier Aristide, président directeur de la Direction générale du livre, honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis, parmi nous il y a notre auteur que je vais le saluer, Christos, cher Christos Markolianakis. Et je dois remercier aussi une personne qui était la première lectrice de mon livre, très discrète, Christine Panaropoulou, et c'est grâce à elle, je crois, que le livre est parti directement au ministère des Affaires étrangères, et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir la proposition de co-organiser avec la Maison des Hellènes cette présentation. Présenter mon roman en présentiel et commencer par la Maison de la Grèce est pour moi un honneur exceptionnel, car étant moi-même, comme vous venez de dire, un homme de ce monde qui n'a pas une seule patrie, je crois que les enfants du Lièvre trouvent ce soir une place après tant d'errances. Certes, je ne peux pas monopoliser la parole, car la présentation sera faite par deux illustres professeurs de la Sorbonne, et ainsi découvrirai-je moi-même, avec eux, l'interprétation, la critique, le point de vue de mes amis universitaires qui connaissent la Grèce mieux que beaucoup de Grecs. Parmi eux, il y a ce soir, à côté de ceux qui vont présenter les livres, d'autres personnalités, d'autres amis de la Sorbonne. Boris, tu étais en Grèce, merci d'être là, ainsi que tous ceux qui t'accompagnent. Mais qui parmi les professeurs de français ne connaît pas Olivier Soutet? C'est linguiste et littéraire éminent qui, pendant 2 décennies, a sillonné la Grèce, s'est entretenu avec tant de professeurs de français, a rencontré d'expatriés français. Nous avons rencontré des professeurs qui râlaient toujours, ça ne marche pas, il faut tout changer, il faut que tout soit facile. Doyen de l'Institut catholique et référence en langue, chère qu'il a occupé pendant des années avec la porte toujours ouverte à tous les étrangers. Bref, comme on dit en latin, homo universalis, un cosmopolite au sens noble du terme. Et à côté de lui, Denis Labouret, c'est littéraire qui a travaillé pendant tant d'années avec les lycéens grecs, se préparant aux examens de la Sorbonne et plus particulièrement à l'analyse des œuvres littéraires, grand spécialiste de Jean Genot, qui m'honore de sa présentation ce soir, lui aussi un homme du monde.
Chers amis, je vous remercie de tout cœur, car dès que je vous l'ai proposé, vous n'avez point hésité. Bien au contraire. J'espère que les Grecs et les jeunes générations profiteront encore de vos conseils, de votre présence au pays des Hellènes. Mais littérature sans accompagnement musical reste orpheline. Aussi ai-je le plaisir, et vous avez eu le plaisir tout à l'heure, d'attendre Tonia Magatiano, cette brillante pianiste de la diaspora qui, après ses études brillantes à Thessalonique, a poursuivi son apprentissage à Nice et à Paris, avec déjà une carrière extraordinaire de personnage et qui est très prometteuse. Merci beaucoup, chère Tonia. Et il ne faut pas oublier que Denis Labouré a toute une famille de musiciens, enfants, petits-enfants, ils sont tous des musiciens. Et quand je lui ai proposé pourquoi pas ta famille, il m'a dit, vous n'avez pas de Grecs de diaspora ici. Merci. Monsieur le secrétaire général, cher ami, permettez-moi qu'avec mes remerciements personnels, car vous avez tout de suite accepté et proposé la présentation de ce récit, roman clair, roman autobiographique, on verra, à Paris, sous votre égide, d'exprimer aussi ma gratitude au comité dynamique de cette maison, à la présidente, à la vice-présidente, à la responsable culturelle et à toute l'équipe qui œuvre ici, mais aussi à mon autre famille, cette famille de pages académiques qui est présente ici, à plusieurs responsables des arrondissements parisiens, et vous dire un très grand merci, mais aussi à mon éditeur, Antoine Triobolos, qui a accepté, parce que sans lui, ce livre n'allait pas voir tous les jours, qui a accepté en pleine pandémie et confinement, quand je suis allé dans son bureau avec des manuscrits. Les manuscrits, ce ne sont plus des manuscrits, puisqu'il faut toujours partir avec une clé USB, de me dire tout de suite, oui, je prends les paris, pourquoi pas un roman en français à Athènes, et pas en France, il faut le publier. Et je termine, car présenter mon roman le lendemain de la commémoration de la mort de Marcel Proust, vous savez que normalement la soirée allait avoir hier, mais ça aurait été un sacrilège. Et c'est pour ça que j'étais justement hier soir à la première et je n'ai pas pu vous joindre à l'UNESCO, justement parce qu'on a commencé les soirées Proust au musée Carnavalet. Et quelques jours après plutôt, l'apparition en 1913, tout justement le 14 novembre 1913, du côté de chez Swann, à compte d'auteur, et de plus, présenter ces romans ici, 16e arrondissement de Paris, pour ne pas oublier que Proust est décédé 44 rue Amelin, dans le 16e arrondissement. Permettez-moi de dédier cette soirée, puisque pour moi c'est un prestige inouï, cette coïncidence, à ce grand auteur. Merci beaucoup. Monsieur Souté, Monsieur Labouré. Il s'agit
table ronde amicale. C'est pas tout à fait la forme. Nous sommes les chevaliers. Et j'ai oublié de dire quand même que aussi bien Olivier Sauté qu'Adeline Nouvelle sont membres de l'ordre de Brahms Académie. Entre autres chevaleries, table ronde et ordre des poètes académiques. Donc nous avons prévu d'intervenir de façon très libre, amicale, et en tenant compte du risque auquel s'expose l'auteur, le piège que nous risquons de lui tendre, parce qu'il l'a dit, nous sommes des enseignants, nous sommes des critiques, nous sommes des chercheurs, nous risquons d'être très sévères en passant ce roman au crible de nos grilles universitaires, mais rassure-toi tout de suite, Nicolas, je crois que ce ne sera pas le cas, parce que d'abord il est très difficile d'appliquer ce type de grille à un roman tout neuf, et ce soir, nous saluons ici un jeune auteur prometteur pour son premier roman. J'ai entendu parler d'un âge tout à l'heure, mais c'est pas possible. C'est le roman d'un jeune homme, d'un jeune auteur, et ce n'est pas simplement parce que c'est son premier roman, mais je crois que le premier effet, me semble-t-il, je me permets de commencer du coup comme j'ai le micro, le premier effet que produit ce roman, de la part d'un Proustien, qui a travaillé sur la recherche, ça a été dit, le premier effet c'est peut-être cette impression de jeunesse, d'élan, de dynamisme. On sent que le roman épouse le point de vue des jeunes gens en train d'entrer dans la vie, avec ce mouvement vers l'inconnu, ce mouvement vers l'aventure, le mot apparaît plusieurs fois dans le roman, et en ce sens, il me semble que c'est un roman anti-proustien, parce qu'on part de cette jeunesse pour aller vers l'avenir et vers l'inconnu, tu adoptes le point de vue de ces jeunes gens, et ce n'est pas un récit rétrospectif, avec un travail de la mémoire qui partirait du présent pour faire ressurgir le passé. Il me semble qu'on est plutôt tout de suite de plein pied dans ce passé, dans ce qui se passe à Chypre en 1974, et dans ce groupe de jeunes gens qui vont être ces enfants du lièvre. Donc c'est peut-être une première impression, l'impression d'avoir affaire à un jeune auteur qui commence, et on espère qu'il y aura des suites. Et ce qui est aussi anti-proustien, c'est peut-être le calibre, le format du livre. Il était question aussi tout à l'heure de Modiano, et Modiano dit dans son discours Nobel qu'on ne peut plus écrire des romans fleuves ou des romans cycliques comme La Recherche et le travail sur la mémoire au temps de Modiano qui est encore le nôtre, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, suppose un rythme différent, suppose aussi une mémoire qui est peut-être plus trouée, plus fragmentaire et de formes littéraires différentes. Et là, tu as inventé une forme littéraire avec ses 30 chapitres discontinus et avec des formes de continuité malgré tout qui passent de l'un à l'autre. Il y a une forme littéraire qui va un peu dans le sens de ce que dit Modiano dans son discours Nobel, inventer une forme relativement resserrée avec un rythme vif, sans description, pratiquement pas de description. Quelques cours, quelques maisons, quelques lieux qui parlent à la mémoire, mais il n'y a pas de longue description à la manière de Proust, de Balzac, de Flaubert. Non, on est avec cette jeunesse et cette action et ces sentiments sans arrêt sur les descriptions, et tout à l'heure c'était peut-être sur le conseil d'un possible lecteur que tu avais recherché, cette brièveté, mais c'est un roman de... C'est la faute de mon fils, il m'a dit, papa, quand tu commences à écrire, à parler, tu t'arrêtes pas. Donc, voilà, donc c'est la version Modiano plutôt que Proust, c'est la version de la mémoire qui est peut-être plus adaptée à notre temps. Mais ce qui n'empêche que Modiano a écrit énormément de romans, il reste encore le temps d'en écrire beaucoup. Voilà peut-être les premières impressions, mais mon collègue et ami va avoir peut-être d'autres impressions. Non, ça va merci. Et d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit le même personnage que ce que j'ai connu, puisqu'il y en a un qui s'appelle Christodoulou, et puis il y en a un autre qui s'appelle Christo. Alors, ça s'appelle en linguistique une apocope. Et évidemment, la question est de savoir, dans cette opération de troncation, ce que l'on perd et éventuellement ce que l'on gagne. Et que reste-t-il de Christodoulou dans Christo? Alors je pense qu'il faudra peut-être une ou deux thèses au bas mot pour que ce travail de soustraction en vue d'une identification exacte du narrateur puisse être mené à bien.
Je voudrais quand même, avant peut-être d'aller plus loin et d'évoquer l'impression que m'a faite ce texte, qui hésite d'ailleurs entre roman et théâtre par certains côtés. Il y a d'ailleurs une liste des personnages qui vient le clôturer, une sorte de grande promenade dans un espace aux dimensions variables, sur lequel je reviendrai peut-être. Je voudrais quand même dire un mot de Christodoulou. Parce que, au fond, il révèle un personnage, une facette de sa personnalité que l'on pouvait ne pas avoir deviné. De ces gens, au fond, qui masquent la réalité en écrivant des livres importants, mais au fond manifestement ne l'ont pas intéressé suffisamment pour qu'il puisse renoncer à l'écriture romanesque. C'est ce que Sauter a préfacé la plupart des médias. Et oui, mais ça ne garantit pas ça ne contredit pas ce que je dis, c'est-à-dire que manifestement vous avez fait très bien ces livres nombreux et fort utiles, mais on comprend maintenant que vous aviez d'autres passions en tête. Alors, cette passion a été nourrie par un sens aigu de l'observation, parce qu'il y a dans ce texte, au fond, me semble-t-il, en termes de galerie de personnages, les souvenirs, les camarades, les amitiés, les amours, d'une part, et puis d'autre part, peut-être des amitiés, mais en tout cas des relations plus directement professionnelles. Et au fond, on voit défiler un certain nombre de personnes. Parfois, la sagacité du lecteur est mise en difficulté, parce qu'il y a un côté roman à clé dans cette histoire, et on voudrait avoir non seulement la liste des personnages, ça on l'a, mais on voudrait avoir sur notre colonne les éventuels correspondants de ces personnages. Alors, j'ai fréquenté l'Institut français pendant 17 ans, ce qui me permet comme lecteur parfois de discerner telle ou telle ombre dans telle page. Et c'est quand même si nous allons revenir au roman, l'occasion de souligner évidemment la part considérable que Monsieur Christodoulou a prise dans l'enseignement du français pendant tant et tant d'années. Pourquoi il y a ici un conseiller culturel, je pense qu'il sera d'accord avec moi, progressivement, il est devenu un pilier de cette maison, ayant l'avantage sur les diplomates français de la durée. Et au fond, les professeurs que nous sommes, et moi j'ai eu beaucoup de contacts pendant ma carrière avec des services français en général, il faut le dire, contact excellent, mais on arrivait souvent à un moment à rencontrer quelqu'un, je m'en vais, et vous souhaite une heureuse carrière ultérieure, et un autre disait, j'arrive, je ne connais pas encore les dossiers, alors je ne pouvais que lui dire, je reviendrai. Et ces durées très brèves qui ont leur justification, ce n'est pas le lieu d'en parler, qui ne sont pas propres à la France, évidemment parfois peuvent ralentir des contacts. Et dans le cadre que j'ai pu bien connaître, il faut admettre que M. Christodoulou était cette forme de permanence, et on voit très bien que pour lui ça a été un observatoire exceptionnel. Alors c'est méritoire aussi, parce que l'apprentissage des langues en tant que langue étrangère est devenu une très grosse affaire du monde et de l'Europe. Et je conseille à ceux qui sont insomniaques de lire le guide des certifications en langue du Conseil de l'Europe. Et ceux qui ne veulent pas totalement désespérer de l'Europe, je leur demande de surtout ne pas le lire. On est arrivé effectivement en un certain nombre d'années à quelque chose qui dépasse de loin
la somme de 2 ou 3 bottins du téléphone d'une époque où il y avait encore des bottins et où on ne se contentait pas de pianoter pour avoir un numéro de téléphone. Et c'est une manière plaisante de souligner combien cette affaire a pris d'importance et la dimension ultra-concurrentielle de ces enseignements qui conduisent évidemment toujours à essayer d'être sur, comme on dirait, le meilleur créneau. Et il y a en cette matière par moments des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Si j'avais et ça va nous ramener à la littérature, si j'avais un remerciement à adresser à M. Christodoulou en la matière, c'est en plein accord avec moi d'avoir toujours tout mis en œuvre pour que la littérature reste une composante de ces certifications dites de Sorbonne. Il y a 30 ans, j'aurais dit ça, on aurait dit il est en train de foncer une porte ouverte. Ça va de soi. En réalité, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Le temps passant, au fond, la littérature, et certains critiques, essayistes contemporains auraient sans doute matière à réfléchir à cela. La littérature a été complètement expulsée du champ de la culture européenne et de son accès à travers ces certifications linguistiques. C'est quelque chose qui n'est jamais dit, mais qui à terme aura des conséquences sans doute extrêmement fâcheuses sur l'idée même que l'on se fait de l'Europe, des contacts entre les jeunes et les moins jeunes. Et je crois que les certifications de Sorbonne sont au fond à peu près les seules à avoir tant bien que mal, on a négocié de tout ce négocie, mais non pas entre nous tellement, mais on a négocié avec le réel, ce qui est la pire des choses évidemment, pour maintenir cela, et j'en faisais au fond un élément décisif, mais je n'avais pas de mal à en convaincre M. Christodoulou, et je crois que si cela peut être maintenu, c'est quelque chose d'essentiel qui non seulement est important pour les candidats, les professeurs, mais aussi pour l'idée que l'on se fait de ce qu'est une langue en tant que langue étrangère, étant admis que si une langue ne sert qu'à commander un verre de bière ou à retenir une chambre d'hôtel, il y en a une qui permet de faire ça très bien, sans se compliquer l'existence. Voilà, donc c'est pour dire, et je vais rendre la parole à Michel Amouré, que au fond, cet amour de la littérature, c'est l'amour de la littérature des autres, mais c'est qui s'est, je dirais, actualisé aussi dans ce récit. Je ne sais pas comment le nommer, roman, récit, suite de vignettes aussi. Hein. On a des portraits, il y a un côté portraitiste chez Monsieur Christo, alors qui n'est plus Doulou, hein, mais qui donne d'ailleurs son rythme au roman. Il ne s'agit pas, il n'y a pas, Lila Bourrel l'a dit, il n'y a pas de suite narrative véritable. Il y en a une qui est sous-jacente, mais il y a surtout des rencontres, au fond. Des rencontres, et puis, comme je le disais, des vignettes, des caractères qui se dessinent. Hein, et à travers, évidemment, les caractères qui sont dessinés par Monsieur Christo, il y a aussi le personnage de Monsieur Christo qui se dessine derrière, et on le revoit au fond dans son premier ou deuxième étage, hein, la Lucina, hein, regardant les uns, regardant les autres, toujours prêt à aller au café hein, pour discuter avec tel ou tel, et on voit ainsi de la sorte comment se constitue une première mémoire de caractère professionnel qui va évidemment s'enrichir considérablement d'une mémoire seconde, beaucoup plus profonde, qui est celle des fractures, des déchirements, et la chose est à prendre évidemment avec beaucoup de précaution, parce que c'est un lieu commun de dire que les choses sont modernes ou d'actualité. Hein. Bon, c'est absurde. Mais il se trouve que la crise chypriote qui est évoquée, qui est le
le point de départ, au fond, de cette mémoire fragilisée, meurtrie et qui le reste, évidemment, a des échos extraordinairement forts presque dans nos jours actuels, où toutes ces querelles et ces mouvements de population nous mettent à l'esprit, je dirais, au fond, le maintien de drames permanents que certains, avec naïveté, croyaient avoir aisément dépassés. Eh bien non, et sous ce rapport, au fond, le livre de Christodoulou est un livre de mémoire, avec un travail sur la mémoire, et aussi évidemment un intérêt pour le lecteur d'aujourd'hui, au-delà de sa dimension de galerie de portraits tout à fait passionnant et très souvent, ne le négligeons pas, assez divertissant, la plume peut-être un peu vacharde, si je puis dire. Hein. Eh bien, c'est ce qui donne son piquant, c'est ce qui donne son sel à ses caractères. Certains professeurs de la Sorbonne peuvent s'y reconnaître dans certains cas, parmi les cibles en question, dans cet art du portrait. Oui, concernant le genre du livre, on peut penser, je pense que Christodoulou, c'est Christodoulou en miniature, et on peut penser aux vies minuscules de Pierre Michon. J'ai pas du tout pensé à ça en préparant mon petit topo, là, mais comme un ensemble de récits qui forment un tout, malgré tout, et qui, en creux, dessinent un certain portrait du jeu, du narrateur, qui n'a pas de nom dans le livre, je crois, hein, parce que Christo, c'est le nom sur la couverture. Le jeu n'a pas de nom. Le jeu est modeste, occupe une place minuscule, mais en même temps, il est central, il est celui qui voit, et il est celui qui entre dans les vies des autres. Parce qu'on n'a pas seulement des portraits vus dehors, mais on entre dans la conscience des personnages principaux, de ces jeunes gens, hein, qui sont Roland, Romanos, Philippe, qui reviennent très souvent. Hein, on pense au titre de Sauté, Vincent, François, Paul et les autres. Là, c'est Romanos, Roland et les autres. On a un groupe d'amis qui reviennent souvent, mais le narrateur n'y occupe qu'une place modeste, celle d'un observateur qui est un visionnaire, qui a la capacité d'entrer dans les consciences des autres. C'est d'autres vies que la mienne, pour reprendre un titre cette fois-ci d'Emmanuel Carrère. Non pas une autobiographie, mais une allographie, une écriture des autres, une capacité à entrer dans les vies des autres. On a aussi chez Romain Gary, qui a gentiment parlé de mon goût pour Giono. Je me suis aussi intéressé à Romain Gary. Et qu'il a présenté à Athènes, on a fait une soirée exceptionnelle. Et Gary est façonné, je pense, à la vie devant soi aussi comme image de cette dynamique qu'il y a dans le livre. Et je pense à ce que dit Romain Gary dans un entretien, dans un faux entretien, parce que tout est faux chez Gary. Il fait semblant qu'un autre lui pose des questions, c'est la nuit sera calme. Et il dit bien que le romancier est celui qui entre dans les autres vies, qui veut changer d'identité, hein, qui veut jouer avec les masques. Pas simplement pour se dissimuler, pour se protéger du point de vue sanitaire, mais pour jouer avec les identités. Et le jeu du romancier, là, il est patent. Hein. On voit qu'on a plus qu'un portrait de personnages vus du dehors. On a des portraits magnifiques de grandes figures d'enseignants, de professeurs, qui illustrent la vocation de professeur. Donc c'est vrai qu'on a ces caractères, parfois à la Bruyère, mais pas seulement. Mais on a aussi cette capacité à entrer dans les consciences des autres. Alors oui, un roman ou une sorte d'autofiction décentrée. C'est pas tout à fait une autofiction au sens rigoureux des critiques d'aujourd'hui. Si on suit Dobrovsky, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il n'y a pas le même nom pour l'auteur et le personnage, tout en libérant les possibilités de la fiction. Donc ce n'est pas une autofiction au sens strict, mais on peut y voir un jeu avec un matériau autobiographique qui est décentré parce que le moi n'y est pas central. Et à la différence, là aussi, de Proust, je crois, il n'y a pas d'introspection, très peu. Il y a quelques témoignages, mais il y a le choix de la fiction, qui est présenté d'ailleurs dès le début discrètement, dans la page 4, entre réalité et imaginaire, les personnages constituent une synthèse de plusieurs autres connus ou inventés, imaginés. Et quand on voit en effet la liste des personnages à la fin du roman, c'est assez inattendu. Parce qu'on a parfois des listes ainsi à la fin des thèses, à la fin des ouvrages scientifiques, avec des index, avec des numéros de pages, et avec une certaine homogénéité. Ici, c'est parfois de la fantaisie pure, puisqu'on a aussi bien Constantin Caramanlis que Cicéron, ou des personnages comme Lucien et Michael, qui sont de fait des personnages du roman. Donc on le statue de personnages, toutes sortes d'êtres, réels ou non, hein, Madame de Sévigné,
mon grand-père, mon père, ont le même statut. Ce qui montre que ce qui compte au fond, c'est une traversée de l'humain, une traversée de l'humanité dans sa diversité, et une leçon de fraternité qui se dégage de l'ensemble du livre. De l'ensemble du livre, mais parfois en fin de chapitre. J'ai parlé de 30 chapitres assez courts, et quand on lit le titre aussi, Les enfants du lièvre, image qui fait référence à l'errance, des exilés, à la dispersion. C'est expliqué, page 29-30 dans le livre, assez vite, on comprend le titre. Merci pour le lecteur. Sinon, c'est un peu insolite. Mais pour un lecteur français, on pense aussi à la fable animale. Et souvent, le chapitre est construit comme une anecdote, une histoire, un exemplum, une histoire singulière, et à la fin du chapitre, la morale, la leçon, les questions. Jamais une morale imposée, mais l'examen moral qui s'impose après cette histoire, à l'issue de cette histoire. À chaque fois, une histoire qui débouche sur une morale. Je pense que c'est aussi un trait assez caractéristique de ce livre. Autre trait caractéristique, mais là c'est ce qu'il y a dans les grands romans, pardon pour la modestie qui va en souffrir, mais c'est l'articulation du singulier et de l'universel, de l'individu et de l'histoire, de l'individuel et du collectif. On a parlé de l'histoire tout à l'heure à propos de Chypre, sont évoqués aussi les événements d'Istanbul en 1955, les événements de Smyrne et d'Asie mineure autour de 1920-1922. L'exil du presque présent, l'exil du présent de l'enfant renvoie à d'autres exils, et renvoie aussi aux exils d'aujourd'hui. Donc il y a l'expérience singulière, renvoie toujours à l'universel, ouvre sur l'histoire collective, et donne à réfléchir sur l'histoire collective. Et souvent, beaucoup d'historiens eux-mêmes le disent aujourd'hui, par exemple, Johan Chapoutot, qui vient d'écrire un livre intéressant sur le grand récit, sur la fonction du récit et la perte des grands récits. Les historiens d'aujourd'hui sont fascinés par le roman et par les possibilités de la littérature à dire l'histoire, à nommer l'histoire. Et il me semble que là, dans le passage du temps, le roman saisit l'essence des choses qui passent, moins au niveau de la psychologie à la manière de Proust, mais au niveau de l'histoire politique, sociale, culturelle. Il est question de ce café, place de la Sorbonne, qu'on connaît bien, qui, il y a encore 30-40 ans, était à côté des puffs, à l'époque où les librairies universitaires étaient encore le saint des saints, dans le quartier latin. Et maintenant, l'un des personnages dit, il n'y a plus que... C'est pas central dans l'épisode, mais c'est la marque du temps qui passe. À tout moment, dans ce roman, on a cette marque du temps qui passe. C'est surtout poignant, bien sûr, pour les retours à Chypre et pour les lieux qui ont changé de propriétaire, et pour la douleur qui vient de ces lieux qui ont changé d'âme. C'est là que c'est le plus poignant. Mais l'espace porte la trace du temps qui passe, et le roman est capable, à travers l'intime, à travers le singulier, à travers le rêve, c'est le dernier chapitre qui est bouleversant, à travers le rêve pour le dernier chapitre, c'est ce rêve qui est un cauchemar ininterrompu, parce qu'on revit toujours ce qui s'est passé, le traumatisme initial. Il est possible de nommer l'universel, d'atteindre l'histoire, et de remonter très loin dans le temps, de remonter au temps de Platon et au temps d'Homère. Alors, ça, il y a un passage intéressant, parce qu'il dit un peu la vérité de ce que le roman cherche à dire et à faire, je crois. Il justifie le travail romanesque, c'est au cœur du roman, page 133, chapitre 19. Depuis Homère, on écrit tous la même histoire, les mêmes récits, les mêmes mythes, en les racontant différemment. Et celui qui excelle, c'est celui qui ose dire la vérité crue, l'imagination n'étant que le moyen qui va la rendre plus intéressante, moins banale, pour que tout le monde s'y trouve. Pourquoi redire la même histoire? Si les histoires de jalousie, d'amour, de suicide, de guerre existent depuis Homère, à quoi bon redire toujours la même histoire? On peut exceller en racontant différemment. Il y a la manière de dire, le style, le ton. Celui qui ose dire la vérité crue. Il y a aussi l'audace. Et ça explique aussi ce qui est cru dans ce livre au sens de charnel, au sens de érotique, au sens de sensible, en lien avec la sensualité humaine la plus crue. Il y a une vérité crue, mais qui est la vérité de l'humain. Et parfois, aujourd'hui, on ne le disait pas de la même façon au XIXe siècle, au XVIe, aujourd'hui, on peut dire des choses telles qu'elles sont, et le roman n'hésite pas devant ce caractère cru de l'écriture. Et l'imagination comme moyen pour rendre l'histoire intéressante, pour que tout le monde s'y trouve, pour permettre au lecteur de s'y retrouver. Il me semble que ce qui explique le passage à l'imaginaire, et ce jeu entre réalité et imaginaire,
au-delà du jeu des clés qu'on aimerait bien trouver, on aimerait bien savoir qui est derrière tel ou tel personnage, on aimerait bien qu'il y ait des photos à la fin. Pas seulement pour l'auteur, mais des photos pour les personnages du roman, pour savoir si on peut les reconnaître, même si c'est difficile avec le masque. Hein, mais qui est-ce? L'ai-je déjà rencontré? Qui est-ce? Par-delà cet intérêt-là, il y a bien cette capacité à utiliser l'imagination pour que chacun se reconnaisse et pour atteindre l'universel. La pure réalité de l'expérience singulière ne permet pas à ce point d'atteindre l'universel. Et il faut que Proust s'efface comme Proust et devienne un simple jeu pour laisser place à l'universel. Il faut que Christodoulou laisse place à Christo, qui laisse place à jeu, qui laisse place souvent à personne, pour qu'on accède à l'universel, à ce message d'humanité et de fraternité qu'il y a souvent à la fin des chapitres et à la fin du livre lui-même. Le dernier mot, ce n'est pas le temps, comme chez Proust, c'est écrire. C'est un verbe. Ce n'est pas le temps que l'on subit, c'est le moyen de lutter contre le temps. Écrire est une arme contre le temps. Et là, c'est une arme qu'on a toujours avec nous. Autre caractéristique, et je finirai peut-être par ce point-là, parce qu'on a beaucoup de temps, justement, si on veut lutter contre le temps, il ne faut pas trop parler longtemps non plus, c'est la complémentarité, je parlais du cru, des sens, de Eros, c'est la complémentarité entre Biblos et Eros, entre le livre et la chair, entre l'esprit et le corps. Tout au long du livre, on voit que le narrateur et les autres, et ce qui sont parfois assez semblables, sont à la fois avides de culture, avides de lecture, d'Homère à Kazantzakis pour le domaine de langue grecque, et de tous les âges de la littérature française par ailleurs. Et en même temps, avides des expériences charnelles qui les tournent vers les autres, pour les relations humaines, et que le livre Biblos et Eros ne sont pas antinomiques, mais au contraire, c'est le livre qui parvient à garder la force désirante, la force du désir, et le désir est aussi façonné, nourri, informé par la littérature, qui façonne nos manières d'être, nos manières d'aimer, nos manières de désirer. Donc il me semble que c'est la grande force de ce livre, qui parle toujours d'autres livres, qui se situe à la suite d'autres livres, c'est cette dialectique d'Eros et de Biblos. Mais le mot de la fin, c'est beau, ce mot de la fin qui est écrit. Alors j'aurais voulu lire des passages, mais on n'a pas trop le temps donc d'en lire. Ça, c'est pas... Il faut même laisser un peu de surprise au lecteur. Un mot, quand même. Le dernier mot, c'est vrai, c'est aussi écriture. Et avec une majuscule. Écriture, c'est moi qui ai déformé, c'est curieux. Ah oui. Avec une majuscule. Alors, après tout, l'auteur peut aussi parler. Non. Et je vais laisser la parole. Voilà. D'abord, je dois remercier tous les deux. J'ai pris des notes. Je dois relire, je crois. En tout cas, j'en prépare un autre. Bon. Mais j'aurais aimé répondre à des questions, s'il y a des questions comme ça, au lieu de laisser les débats à la fin, puisqu'il y a la partie musicale. On peut vous entendre, répondre à vos questions. Ma fille est fatiguée, ma femme à côté, c'est pour cela que mais c'était fatigué quand j'écrivais. Je pense qu'il faut laisser le temps de lire le livre. Et je profite, je me lève pour le dire, je profite pour vous dire que le livre est à votre disposition à l'extérieur de la salle. Il est là, excusez-moi, vous avez... Là-bas, très bien. Alors, il est vendu au prix de 20 € et je vous invite à aller le découvrir. Comme ça, vous aurez des questions à poser la prochaine fois. Moi, je voudrais remercier déjà, une petite seconde s'il vous plaît, je voudrais remercier et signaler. Moi, je n'ai pas lu le livre. Je ne savais pas que ça parlait de Chypre. Aujourd'hui, avec nous, nous avons le président de la communauté chypriote de France, qui est mon complice de toujours, que je n'ai pas salué tout à l'heure parce que j'étais un peu trop enthousiasmée par un tas de choses qui se sont passées juste avant qu'on descende ici, parce qu'on avait la rencontre avec notre secrétaire d'État. Et donc, je voulais vous signaler qu'après Madame Akatian, nous allons prendre
le verre de l'amitié et un petit encart de la maison Mavromatis, puisque c'est M. Mavromatis qui est le président de la communauté chypriote qui nous fait le plaisir d'offrir en partie. Voilà, je vous remercie. Je dois quand même une réponse, parce qu'il y avait plutôt notre secrétaire général et Olga de l'ambassade de Grèce, et bientôt un grec, pourquoi pas un grec. J'espère pouvoir le faire, puisqu'un grec n'a pas trouvé la traduction notamment. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé à ceux qui m'ont proposé ça, pour donner quand même le temps au lecteur, puisqu'un lecteur français lit différemment par rapport à un lecteur grec. Comme ça, j'aurais voulu après, si le temps nous le permet, justement, de refaire une soirée avec la partie grecque et la partie française. Et avec la participation des Chypriotes. Et avec la participation des Chypriotes, parce que d'origine chypriote, c'est vrai. Moi, j'ai vécu très peu à Chypre, puisque j'avais un premier exil en 1974. Mon papa m'envoyait dans un bateau à Athènes, me disant, je ne sais pas si je vais te revoir. Donc, je suis retourné parce que l'école, je n'ai pas aimé l'école en Grèce. C'était trop par cœur. Donc, je fais le service militaire, je suis reparti. À un moment donné, j'ai failli rester ici, mais finalement, je travaille pour la France. Et ce voyage, toujours entre les deux pays, m'a permis de mieux discuter avec justement mes amis qui sont là. D'abord et au début par Madame l'ambassadeur Mireille Mousseau, qui m'a convoqué un jour dans son bureau, furieuse. Elle a failli me jeter l'imprimante. Elle m'a dit, tu vas quitter cette maison, c'est pas possible. Tu vas travailler avec qui? Tu vas prouver que tu peux travailler ailleurs et tu reviens chez nous. C'est la raison pour laquelle c'est grâce à vous, à toi, chère Mireille, que je suis resté à l'Institut. Et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée de Patrick comme moi et notre collaboration avec Philippe Ray à Thessalonique, pour justement montrer qu'en Grèce, il n'y a pas plusieurs endroits de lecture, de littérature, de langue française, mais il y a un seul pays, le pays sœur de la France, et justement, la preuve, c'est la politique qui le prouve aujourd'hui, puisque grâce à c'est plutôt grâce aux lettres, même si aujourd'hui on parle des rafales et des frégates, c'est grâce aux lettres que ces deux pays travaillent côte à côte et qui soutiennent justement le petit pays qui reste Chypre.